Après les funérailles de mon mari, j'ai déverrouillé la porte d'entrée et il est apparu à l'intérieur. Son visage était pâle lorsqu'il a dit « Laisse tes bagages, on doit partir maintenant ». Quand j'ai chuchoté « Mais tu es censé être mort ». Il a attrapé mon bras et a crié « Je t'expliquerai plus tard. On n'a pas le temps ». La terrifiante vérité qu'il a révélée dans la voiture était. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Rachel. Je travaille comme bibliothécaire à la bibliothèque de notre ville depuis maintenant 5 ans. Chaque matin, j'adorais sincèrement ce moment où j'entrais dans la bibliothèque, enveloppé par l'odeur du vieux bois et le silence. Voir les sourires sur les visages des amoureux des livres était ma plus grande joie. Mon mari, James, dirige une entreprise de promotion immobilière. En tant que jeune homme d'affaires, il est bien connu dans notre communauté. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Nous n'avons pas encore d'enfants, mais nous ne sommes tout simplement pas pressés. Nous vivons ensemble dans une maison en banlieue, aimons jardiner le week-end et sortons toujours dîner en amoureux le vendredi. Ces jours paisibles étaient ce qui nous rendait le plus heureux. J'ai également tissé une merveilleuse relation avec la famille de James. Sa mère, Catherine, est une ancienne enseignante et une femme très respectée dans la communauté. Le premier jour de notre rencontre, elle m'a pris la main et m'a dit « Je suis si heureuse qu'une personne aussi charmante que toi soit devenue la femme de mon fils. » Comme ces mots m'ont réchauffé le cœur. Catherine me complimentait toujours sur ma cuisine, sur la tenue de la maison, sur la façon dont je traitais James. Chaque fois que je l'entendais dire « Tu es une si bonne belle-fille », je me sentais véritablement accepté comme un membre de cette famille. Mon beau-frère, Thomas, est un comptable sérieux, encore célibataire. Il est silencieux mais m'a toujours traité avec courtoisie. Lors des réunions de famille, il écoutait ce que j'avais à dire avec un intérêt sincère. La sœur de James, Jennifer, est designer et élève une fille de 3 ans. Le courant est tout de suite passé entre nous. Elle venait souvent chez nous avec sa fille, Emma. Et quand les rires d'Emma remplissaient notre maison, mon visage s'adoucissait naturellement, en pensant qu'un jour, peut-être, quand nous aurions des enfants, ce serait comme ça. Nos dîners de famille mensuels étaient une précieuse tradition. Tout le monde se réunissait chez Catherine, autour de la table. Thomas faisait des blagues sur l'actualité récente, Jennifer partageait des anecdotes amusantes de son travail, et James rendait compte des développements de son entreprise. Quand je racontais des histoires de la bibliothèque, tout le monde riait. Un cercle familial chaleureux. En faire partie me rendait plus heureuse que tout. Je me sentais vraiment béni. Au milieu de ces jours paisibles, un tournant majeur est survenu pour l'entreprise de James. Un nouveau projet de complexe commercial est devenu un immense succès. Le journal local a publié un grand article avec le titre « Le bond en avant d'un jeune homme d'affaires ». Toute la famille a célébré le succès de James du fond du cœur. Catherine a versé des larmes de joie. Thomas lui a serré fermement la main et Jennifer l'a étreint en disant « C'est bien mon frère ». J'étais fier de mon mari, moi aussi. Tout allait pour le mieux. Un week-end, nous jardinions dans notre jardin. Le soleil de printemps était chaud et l'odeur de la terre, agréable. James bêchait le parterre de fleurs avec une pelle pendant que je plantais des graines. Nous faisions des plans pour ajouter plus de fleurs l'année suivante. Je veux plus de roses. Des tulipes seraient jolies, aussi. Que dirais-tu de tournesol en été? Ces conversations futiles semblaient pouvoir durer éternellement. Au dîner, James a dit « Allons tous pique-niquer au lac un de ces jours. » Par une belle journée, avec un panier. J'ai acquiescé avec un sourire. C'est une excellente idée. Jennifer et Emma adoraient ça. Tout en discutant de ses projets d'avenir, nous savourions notre repas. Ce soir-là, alors que nous nous détendions sur le canapé, James m'a attiré contre son épaule. Nous semblions regarder la série à la télévision, mais en réalité, nous ne regardions rien. Nous nous contentions de sentir la chaleur de cet instant. « Je t'aime, Rachel », a murmuré James. « Je t'aime aussi », ai-je répondu en posant ma tête sur sa poitrine. Après le lancement du nouveau projet, James a commencé à travailler tard chaque soir. Il n'était pas rare qu'il rentre après 22 heures. Et chaque fois que je voyais mon mari ouvrir la porte d'entrée avec un visage fatigué, je m'inquiétais. Même quand je lui disais « Ne te surmène pas », il se contentait de sourire et de répondre « Ça va. On a presque passé le plus dur. » Un matin, James a soudainement grimacé à la table du petit déjeuner. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. Il a posé sa main sur sa poitrine et a dit « J'ai mal à la poitrine ». Je me suis immédiatement inquiété, mais James a balayé mes craintes d'un revers de main
Ça va. C'est probablement juste une contracture musculaire. J'ai porté des matériaux lourds hier. Mais son expression trahissait clairement la douleur. Quelques jours plus tard, cela s'est reproduit. Cette fois, c'était pendant le dîner. Je sens un poids sur ma poitrine, a marmonné James. Je n'en pouvais plus et l'ai vivement encouragé à aller à l'hôpital. S'il te plaît, fais-toi examiner. Si ce n'est rien, tant mieux. Mais il a secoué la tête. J'irai une fois le projet de la semaine prochaine terminé. Je n'ai pas le temps en ce moment. Je n'ai pas pu le persuader davantage après qu'il eût dit cela si fermement. Le jour de notre dîner de famille mensuel, James semblait fatigué et était plus silencieux que d'habitude. Quand Catherine a demandé avec inquiétude « Est-ce que ça va ?» « Tu n'as pas l'air bien », James a tenté de répondre joyeusement. « Ça va, maman. Je suis juste un peu débordé. » Thomas a également regardé son frère avec préoccupation, mais n'a rien dit. Seule Jennifer a lâché « Ne te surmène pas trop. » Mais James a souri et a dit « Ne t'inquiète pas. » Ce sourire semblait quelque peu forcé, et mon cœur s'est serré. Et puis, le mardi est arrivé. À 14 heures, je lisais une histoire à des enfants à la bibliothèque. Les petits écoutaient attentivement le livre d'images que je lisais, les yeux brillants. Ce moment de paix a soudainement pris fin. Mon téléphone portable a vibré. D'habitude, je ne réponds pas aux appels pendant le travail, mais pour une raison quelconque, j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai décroché tout de suite. Madame Rachel Miller ? La voix calme d'une femme. Oui, c'est moi. Je vous appelle de l'hôpital Saint-Marie. Votre mari, James Miller, a été transporté en ambulance. Veuillez venir à l'hôpital immédiatement. Mon esprit s'est vidé. Je ne pouvais pas m'effondrer devant les enfants. J'ai expliqué la situation à une collègue et je suis sorti précipitamment de la bibliothèque. En conduisant, mes mains tremblaient. Chaque fois que le feu passait au rouge, mon anxiété et mon impatience grandissaient. Pourvu qu'il aille bien, priais-je sans cesse dans mon cœur. En arrivant à l'hôpital, j'ai donné le nom de mon mari à la réception. Je vois. C'est au 3e étage. Ces seuls mots traduisaient la gravité de la situation. Je suis monté dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du 3e étage. Les quelques secondes du trajet m'ont semblé une éternité. Devant l'unité de soins intensifs, toute la famille était déjà réunie. Catherine était assise sur une chaise, le visage couvert par ses 2 mains. Thomas était adossé au mur, le regard fixé au plafond. Jennifer m'a aperçu et s'est précipitée vers moi. Rachel. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Vince. Elle ne put en dire plus. Le médecin traitant est sorti. Le docteur Marcus Harrison était un médecin à l'attitude calme. Il nous a tous regardés, les membres de la famille, et a commencé à parler doucement. Vous êtes la famille Miller. J'ai besoin de vous parler. Nous avons été conduits dans une petite salle de consultation. Le docteur Harrison nous a fait signe de nous asseoir et a pris une profonde inspiration. Monsieur James a subi un infarctus du myocarde sévère. Son état est très critique. Infarctus du myocarde. Ces mots résonnaient en boucle dans ma tête. En ce moment, nous faisons tout notre possible pour le soigner en unité de soins intensifs. Nous mettons tout en œuvre. Nous avons de nouveau attendu devant les soins intensifs. Personne ne disait rien. Seul le bruit des aiguilles de l'horloge se faisait entendre. Catherine murmurait des prières. Thomas se tenait immobile. Jennifer serrait ma main très fort. Sa main était froide et tremblante. Après un moment, le docteur Harrison est sorti de l'unité. À l'instant où j'ai vu son expression, j'ai tout compris. Cher membre de la famille, sa voix était basse et lourde. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour le soigner, mais Monsieur James a fait un arrêt cardiaque et est décédé. Catherine a poussé un cri. Thomas a frappé le mur du poing. Jennifer s'est effondrée en larmes, mais moi, je ne pouvais émettre aucun son. Je suis resté là, figé. C'est un rêve. Ce doit être un mauvais rêve. J'essayais de me persuader de cela, mais les bruits de chagrin autour de moi me ramenaient sans cesse à la réalité. Souhaitez-vous le voir une dernière fois ? A demandé doucement le docteur Harrison. Catherine a hoché la tête et nous avons été conduits à la morgue. Un corps était recouvert d'un drap blanc. L'infirmière a délicatement retiré le drap. C'était James. Ses yeux étaient fermés, il avait l'air de dormir, mais sa peau était froide et il n'y avait plus de pouls. J'ai tenu sa main. Cette main qui avait toujours été si chaude était maintenant glaciale. Je suis désolé. J'aurais dû t'emmener à l'hôpital plus tôt. Les larmes coulaient sans que je puisse les arrêter. S'il te plaît, ouvre les yeux. Dis mon nom encore une fois.
Mais bien sûr, il n'y eut aucune réponse. Le corps a été placé à la morgue. Le docteur Harrison nous a dit, « Je vous recommande de consulter une entreprise de pompes funèbres pour les arrangements funéraires. » Nous avons hoché la tête faiblement. Tout se déroulait mécaniquement. Je n'arrivais pas à y croire. Hier encore, nous étions ensemble. Les funérailles ont été fixées au vendredi. Alors que nous procédions aux préparatifs, le docteur Harrison nous a réunis et a dit calmement, « Les dommages de l'infarctus du myocarde étaient sévères, l'état du corps. » Il n'a pas terminé sa phrase, mais j'ai compris le sens. Je recommande des funérailles à cercueil fermé. Catherine a acquiescé. Faisons cela. Je ne veux pas que tout le monde se souvienne de la dernière apparence de James. Je veux qu'il se souvienne de lui tel qu'il était quand il était en bonne santé. Nous étions d'accord. Nous tiendrions les funérailles sans voir son visage. Un avis de décès a été publié dans le journal local. De nombreux messages de condoléances sont arrivés. Les employés de l'entreprise, les associés, mes collègues de la bibliothèque. Tout le monde pleurait James. Bien que je ressente les liens de la famille, mon cœur sombrait dans une profonde tristesse. Quand le vendredi arrivera, nous dirons vraiment adieu. Penser à cela me donnait l'impression que ma poitrine allait éclater. Le vendredi matin s'est levé sous un ciel gris. C'était comme si le monde entier était en deuil. J'ai enfilé une robe noire et me suis tenu devant le miroir. Mon reflet était pâle, avec de profonds cernes sous les yeux. J'avais à peine dormi ces derniers jours. Les funérailles à l'église ont commencé à 10 heures du matin. Plus de 200 personnes étaient présentes. Les employés de l'entreprise, les associés, les voisins et mes collègues de la bibliothèque. Tout le monde s'était rassemblé pour pleurer James. Devant l'autel se trouvait le cercueil fermé. Un magnifique cercueil en bois veiné, mais je ne pouvais pas voir le visage de mon mari à l'intérieur. Le pasteur a offert des prières et des éloges funèbres ont été lus. Un ami de l'université de James a évoqué leurs souvenirs communs. Le vice-président de l'entreprise a parlé de sa passion pour le travail. En larmes, j'ai exprimé ma gratitude aux participants. Ma voix tremblait et j'ai à peine réussi à aller jusqu'au bout. Catherine était anéantie par le chagrin, soutenue par Thomas et Jennifer. En voyant cela, j'ai senti qu'en tant que membre de la famille, nous partagions tous cette douleur ensemble. À la fin de la cérémonie, nous nous sommes rendus au cimetière. C'était un cimetière tranquille au sommet d'une colline, à environ 15 minutes en voiture de l'église. Le cercueil a été transporté du corbillard et placé à côté de la fosse creusée. Le pasteur a offert une dernière prière. Descendre aux cendres, de la poussière à la poussière. Ces mots se sont envolés avec le vent. Lentement, le cercueil a été descendu dans la terre. Les cordes ont été progressivement relâchées et le cercueil a atteint le fond de la fosse. À cet instant, j'ai eu l'impression que mon cœur sombrait avec lui. C'est vraiment la fin. Je ne reverrai plus jamais mon mari. J'ai pris une rose blanche dans ma main et l'ai jetée dans la fosse. La rose est tombée silencieusement sur le cercueil. Catherine a jeté une fleur, puis Thomas, Jennifer, et enfin tous les participants ont jeté des fleurs les uns après les autres. En regardant le cercueil se couvrir de fleurs, je ne pouvais que rester là, figé. Ce fut une très, très longue journée. Les funérailles ne se sont terminées qu'après 16 heures. Les participants sont partis un par un. Les derniers membres de la famille restants sont également montés dans leur voiture, l'air épuisé. « Rachel, appelle à n'importe quel moment si tu as besoin de quoi que ce soit », m'a dit Jennifer en me serrant dans ses bras. « Merci. » C'est tout ce que j'ai pu dire. La voiture des pompes funèbres m'a proposé de me ramener à la maison. À 16h30, assise sur la banquette arrière, je regardais fixement par la fenêtre. Le paysage urbain défilait. Les gens marchaient normalement, riaient, vivaient leur vie. Mais mon monde semblait s'être arrêté. L'épuisement et la tristesse m'empêchaient de penser clairement. Je voulais juste rentrer chez moi et être seul. La voiture s'est arrêtée devant ma maison. « Prenez soin de vous », a dit gentiment le chauffeur. J'ai légèrement hoché la tête et je suis sorti de la voiture. J'ai commencé à traîner mes pieds lourds vers la porte d'entrée. Alors que j'essayais de trouver mes clés dans mon sac, quelque chose est apparu dans le coin de mon champ de vision. Quelqu'un se tenait sur le porche. J'ai levé les yeux. La carrure de la personne me semblait familière. Mon cœur a fait un bond. Non, c'était impossible. La silhouette s'est lentement retournée. C'était James. Le temps s'est arrêté. Non, le monde s'est arrêté. Je suis resté figé, n'en croyant pas mes yeux. Était-ce une hallucination? Mon chagrin m'avait-il rendu folle? Mais c'était bien James qui se tenait là.
Mon mari, vivant, bougeant, respirant, était là. Rachel, a crié James. Cette voix était bien la sienne. Laisse tes affaires. Nous devons partir, tout de suite. Mon esprit ne suivait pas. Toi? Ma voix tremblait. Tu es censé être mort. J'ai assisté à tes funérailles aujourd'hui. J'ai enterré ton cercueil au cimetière. Alors pourquoi es-tu là? Aux funérailles, le cercueil, je t'ai enterré. James s'est précipité et m'a attrapé le bras. La chaleur de sa main m'a confirmé que c'était réel. Je t'expliquerai plus tard. On n'a pas le temps maintenant. Son regard était d'un sérieux mortel. Il y avait même de la peur dedans. Il m'a tiré vers sa voiture garée dans la rue. James, quoi? J'ai essayé de résister, confuse, mais il m'a poussé sur le siège passager. Il a sauté lui-même au volant et a démarré le moteur. La voiture a démarré à toute vitesse. Nous avons traversé le quartier résidentiel. James n'arrêtait pas de vérifier le rétroviseur, comme s'il fuyait quelque chose. James, explique-moi. Ai-je crié. Tu es mort. Le docteur Harrison t'a déclaré mort. J'ai tenu ta main. Elle était froide. Il n'y avait pas de pouls. Les larmes ont débordé. J'ai assisté à tes funérailles. J'ai enterré ton cercueil. James m'a jeté un regard d'une seconde. Dans ses yeux, il y avait de la douleur et un profond regret. Il s'est interrompu, comme pour choisir ses mots. Je suis vraiment mort, une fois. Je n'arrivais plus à respirer. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis revenu à la vie, a dit James, le regard fixé sur la route. Je t'expliquerai tout plus tard. Pour l'instant, nous devons fuir. Ta vie est en danger aussi. Ma vie. La confusion grandissait. De quoi fuyons-nous? James a de nouveau vérifié le rétroviseur. Dans son expression, j'ai vu une peur que je n'avais jamais vue auparavant. De ma famille, a-t-il dit doucement mais clairement. Et tu es aussi leur cible. La famille. Catherine, Thomas, Jennifer. Ces gens qui avaient été si chaleureux et si gentils. De quoi tu parles? C'est impossible. Tout le monde pleurait à mort. Catherine était effondrée. Tout n'était qu'une comédie. La voix de James était froide. Ce sont eux qui ont essayé de me tuer. Ces mots ont résonné en moi encore et encore. La famille a essayé de le tuer. Je ne pouvais pas le croire. Je ne voulais pas le croire. Mais mon mari, supposé mort, était maintenant au volant à côté de moi. Face à cette réalité, je ne savais plus quoi croire. La voiture est entrée sur l'autoroute. La vitesse a augmenté. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon. Une lumière orangée remplissait l'habitacle. Je nous emmène dans un endroit sûr maintenant, a dit James. Je te dirai tout là-bas. Ce que j'ai appris, pourquoi ils ont essayé de me tuer, et pourquoi tu es aussi leur cible. J'ai regardé par la fenêtre. Le paysage familier de la ville s'éloignait de plus en plus. Est-ce que le monde que je connaissais? Ma voix tremblait. N'était qu'un mensonge? James n'a pas répondu. Il s'est contenté de serrer fermement le volant. Ce silence me disait tout. Nous sommes arrivés à un motel à 80 km de la ville. Un vieil immeuble avec une enseigne au néon à moitié éteinte. James a payé une chambre en espèces. Impossible d'utiliser les cartes de crédit. On peut être suivi. Ces mots témoignaient de la gravité de la situation. En entrant dans la chambre, James a immédiatement fermé les rideaux. Dans la pièce faiblement éclairée, il s'est assis sur le bord du lit et a expiré profondément. Je me suis assise sur une chaise et j'ai fixé mon mari. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Mon mari, supposément mort, était là, maintenant. Rachel, a commencé James doucement. Ce que je vais te dire peut être difficile à croire. Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais tout est vrai. S'il te plaît, écoute jusqu'au bout. J'ai hoché la tête. J'étais prête à être surprise par tout ce que j'entendrais. Non, en réalité, je ne l'étais pas, mais je devais savoir. Je me suis bien effondré au bureau mardi, a commencé James. Mais ce n'était pas une crise cardiaque. C'était du poison. Du poison, ai-je haleté. Ce matin-là, ma mère est venue au bureau et m'a apporté un café. Elle a dit, « Tu as beaucoup travaillé. Tiens, prends ça. » La voix de James tremblait. Je l'ai bu en entier. C'était un bon café. Mais une heure plus tard, j'ai eu mal à la poitrine. Ma vision s'est brouillée et je me suis effondré. Catherine, cette gentille belle-mère. Impossible. Quand on m'a emmené à l'hôpital, j'ai vraiment fait un arrêt cardiaque, a poursuivi James.
Le docteur Harrison m'a aussi déclaré mort. Je suis vraiment mort, Rachel. Je n'avais aucune conscience. Je ne sentais rien. Il n'y avait que les ténèbres. Mes mains tremblaient. Si ce qu'il disait était vrai, il était mort une fois, et puis... Mais le docteur Harrison n'a pas abandonné. Les larmes ont monté aux yeux de James. Après le départ de la famille, il a secrètement pratiqué des manœuvres de réanimation à la morgue. Chocs électriques, médicaments, encore et encore. Normalement, ce serait impossible, mais il n'a pas renoncé. Et miraculeusement, j'ai été réanimé. Pourquoi ai-je réussi à articuler? Pourquoi le docteur Harrison est-il allé si loin? James a pris une profonde inspiration. Le docteur Harrison était l'ancien amant de ma mère. Le monde a vacillé. Quoi? Il y a 40 ans, ma mère sortait avec lui. Elle l'aimait, un jeune étudiant en médecine. Mais ma mère venait d'une famille pauvre et avait des difficultés financières. Puis un homme riche est apparu. Mon père. Ma mère a hésité, mais a finalement choisi mon père. La voix de James est devenue douloureuse. Le docteur Harrison n'a jamais pu oublier ma mère après ça. C'est pourquoi il a continué à travailler comme médecin dans la même ville qu'elle, pour veiller sur elle de loin. Je me suis pris la tête entre les mains. C'était un cauchemar. Mais comme j'aurais aimé que ce ne soit qu'un cauchemar. Ma mère lui a demandé de coopérer pour me tuer et rédiger le certificat de décès. Il a refusé au début, apparemment, mais ma mère avait quelque chose contre lui. La preuve d'une ancienne faute professionnelle médicale. Elle a menacé de la rendre publique. James a serré les poings. Le docteur Harrison n'a pas eu d'autre choix que de coopérer, mais il ne pouvait pas me tuer complètement. Sa conscience subsistait. Alors il vous a réanimé, ai-je murmuré. Quand je me suis réveillé, le docteur Harrison pleurait. Il m'a dit, je suis désolé, mais tu dois vivre. Et puis il m'a dit quelque chose d'encore plus terrifiant. James m'a pris la main. Il m'a dit, ce soir, votre femme sera tuée aussi. Mon corps s'est raidi. Moi aussi? Le plan de ma mère était le suivant, me tuer, pour que tu hérites de la succession de 20 millions de dollars. Mais quelques jours plus tard, tu es tué à ton tour, dans un accident maquillé. Alors, les héritiers légaux deviennent ma famille. Tous les biens leur reviennent. Pourquoi? Pourquoi ferait-il une chose pareille? Les larmes ont débordé. James s'est levé et a regardé par la fenêtre. Ma mère a un cancer en phase terminale. 6 mois à vivre. Cancer. Personne ne le sait. Ma mère le cachait. Et avant de mourir, elle a essayé de protéger l'avenir de ses enfants. James s'est retourné. Ma mère a vécu dans une extrême pauvreté quand elle était jeune. Elle n'avait rien à manger, gelée en hiver, et même quand elle tombait malade, elle ne pouvait pas aller à l'hôpital. Alors, elle a cette conviction que la vie sans argent est un enfer. Elle ne voulait absolument pas que ses enfants vivent la même chose. J'ai secoué la tête. Mais tu avais réussi. Vous n'aviez pas de problème d'argent. Thomas a une dette de 2 millions de dollars à cause de sa dépendance au jeu. Jennifer est en procédure de divorce et ne peut pas payer la pension alimentaire, a dit James douloureusement. Ma mère a essayé de sauver tout le monde en me sacrifiant. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans la chambre. Était-ce réel? La famille qui m'avait si chaleureusement et si gentiment traité avait en fait essayé de nous tuer. Aux funérailles, toutes ces larmes étaient-elles fausses? De la comédie? Tout ça? James a hoché la tête tristement. Mais Thomas était différent. Thomas. James a sorti son smartphone de sa poche et m'a montré l'écran. C'était un message anonyme. Ce soir, la vie de Rachel est en danger. Fuyez immédiatement. Je pense que c'est de Thomas. Il m'aimait vraiment, son petit frère. Mais il a été menacé par ma mère et ma sœur, et n'a pas eu d'autre choix que de coopérer au plan. Mais sa conscience est restée. Alors, au moins, il a essayé de te sauver. James a éteint l'écran. Sans lui, je n'aurais pas pu te sauver. James a sorti une enveloppe de son sac. Le docteur Harrison m'a donné ça. Des preuves. À l'intérieur se trouvait une clé USB avec des données enregistrées et des documents. Un enregistrement de la conversation de ma mère avec le docteur Harrison. Une copie de l'ordonnance du poison. Avec ça, nous pouvons tout prouver. J'ai pris l'enveloppe. Elle était lourde. Toute la vérité y était enfermée. Nous devons aller à la police. Oui. James a hoché la tête immédiatement. Il a appelé la police d'État. Je suis victime d'une tentative de meurtre.
J'ai des preuves. S'il vous plaît, protégez-nous immédiatement. De l'autre côté du téléphone, j'entendais une voix confirmer quelque chose. Oui, James Miller. Je suis censé être mort, mais je suis en vie. 1 heure plus tard, 2 policiers sont arrivés à la chambre du motel. Nous avons tout expliqué et soumis les preuves. Les visages des policiers se sont durcis en écoutant l'enregistrement. Nous allons obtenir des mandats d'arrêt immédiatement. Vous serez tous les 2 sous protection. Cette nuit-là, nous avons été placés sous protection policière. Je n'ai pas pu dormir. Même allongé dans le lit, même en fermant les yeux, ces sourires familiaux et chaleureux me revenaient en mémoire. Tout était un mensonge. Tout était de la comédie. À 2 heures du matin, la police a fait une descente au domicile de Catherine. Catherine, Thomas et Jennifer ont tous été arrêtés en même temps. Le lendemain matin, le docteur Harrison s'est rendu. Les nouvelles du matin étaient remplies de l'histoire. Un notable local arrêté pour tentative de meurtre. Sur l'écran de télévision, on voyait des images de Catherine menottée. Elle criait à la caméra, « Je l'ai fait pour mes enfants. Que je fais de mal ?» Il n'y avait plus aucune trace de chaleur sur ce visage. 1 an plus tard, tous les procès étaient terminés. Les peines étaient sévères. Catherine a écopé de 25 ans pour tentative de meurtre et fraude. Jennifer a reçu 15 ans pour complicité. Le docteur Harrison a été condamné à 12 ans pour aide à la tentative de meurtre. Cependant, sa peine a été réduite en considération du fait qu'il avait sauvé une vie par la réanimation. Thomas a reçu 10 ans grâce à un accord de plaidé coupable. Thomas a tout avoué au tribunal. Le plan de sa mère et de sa sœur, sa propre faiblesse et son amour pour son frère. J'aimais mon frère, mais j'étais faible. Poursuivi par les dettes, je ne pouvais plus prendre de décisions saines, a-t-il dit en larmes. Mais à la fin, je voulais protéger mon frère. C'est ma seule rédemption. James était assis silencieusement dans la salle d'audience, écoutant les paroles de son frère. Sa conscience nous a sauvés, m'a-t-il dit plus tard. Je ne peux pas le haïr. Depuis cet incident, nos vies ont radicalement changé. Mais notre lien s'est en fait renforcé. Nous avons erré entre la vie et la mort, connu la trahison, et pourtant nous avons survécu. Cette expérience nous a rendus plus forts. Nous avons de nouveau célébré notre anniversaire. Un petit restaurant, un dîner juste pour nous 2. Prenons un nouveau départ, m'a dit James en me tenant la main. Cette fois, créons une vraie famille. L'entreprise se redresse aussi progressivement. Après l'incident, la direction a été temporairement mise en doute. Mais avec des réponses sincères et le soutien des employés, nous regagnons la confiance. Je continue mon travail à la bibliothèque. Les sourires des amoureux des livres me guérissent. J'ai appris quelque chose à travers cette épreuve. Il ne faut pas faire confiance aux gens facilement, mais il faut faire confiance à ceux qui le méritent. Discerner cela est plus important que tout. Mes propres parents sont venus nous soutenir. Mes collègues de la bibliothèque aussi, et les amis d'université de James. Tout le monde nous a soutenus. Une famille unie par le cœur, pas par le sang. C'est ça, une vraie famille, nous l'avons appris. Les habitants de la communauté nous ont également chaleureusement accueillis. J'ai pleuré de nombreuses fois devant la gentillesse des gens. Un dimanche après-midi, nous jardinions dans le jardin. Le soleil d'automne était doux et l'odeur de la terre, agréable. C'est notre quotidien, a dit James avec un sourire. Ordinaire, mais heureux. J'ai souri et lui ai pris la main. Dis, toi, ai-je dit un peu nerveusement. Je suis enceinte. De 3 mois. Les yeux de James se sont agrandis. Vraiment? Sa voix tremblait. Vraiment? Vraiment? J'ai posé sa main sur mon ventre. Notre famille s'agrandit. James m'a serré dans ses bras. Merci, Rachel. Les larmes ont monté à ses yeux. Apprenons à cet enfant le véritable amour. Pas un amour tordu, mais un amour authentique. Nous nous sommes assis sur le banc du jardin et avons parlé de l'avenir. Qu'est-ce que la famille? Ai-je demandé. James a levé les yeux au ciel. Ce ne sont pas les liens du sang. C'est le cœur qui se soucie de l'autre. Mais quand cet amour devient tordu, la tragédie naît. C'est pourquoi nous devons enseigner à cet enfant le véritable amour. 1 an plus tard, pour notre anniversaire, nous avons renouvelé nos vœux de mariage à l'église. Une petite cérémonie, en invitant que des amis proches. Devant le pasteur, nous nous sommes regardés. Une fois de plus, nous nous sommes promis de nous aimer, de nous protéger et de nous faire confiance. Et nous nous sommes embrassés. Ce jour-là, j'ai cru avoir tout perdu.
Mais en réalité, je n'avais rien perdu, car ce n'était pas réel au départ. Et maintenant, j'ai une vraie famille. C'est ma nouvelle vie. C'est le vrai bonheur. Qu'est-ce que la famille? Ce ne sont pas les liens du sang. C'est la confiance, l'affection et les cœurs qui se soucient les uns des autres. Parfois, ceux qui sont liés par le sang peuvent être les plus grands traîtres. Mais ceux qui ne sont pas liés par le sang peuvent devenir une véritable famille. Ce qui compte, c'est de discerner qui vous aime vraiment et essaie de vous protéger. Avoir les yeux pour voir cela, et avoir le courage de reconnaître un amour tordu. Notre histoire commence ici.